rejeté ou abandonné la vallée précédente, vous êtes passé à un nouveau chapitre de votre existence. Donc c'est un peu de découverte en découverte. Donc la science que j'ai consacrée mes études et le début de mes activités, c'est une découverte de la nature de la réalité. Le domaine d'application des sciences naturelles, c'est bien sûr le monde des phénomènes. Et puis, à 20 ans, alors même que je rentrais à l'Institut Pasteur, j'ai eu la chance de voyager en Inde et de rencontrer des grands maîtres tibétains qui avaient fui l'invasion communiste chinoise du Tibet. Et donc j'ai été très impressionné par la qualité de leur présence, de leur aide, en tant que personne. Et voilà, c'est plutôt des modèles de vie. Et je serais plus inspiré de devenir un petit peu ce qu'ils sont, alors que d'habitude, on a plutôt tendance à vouloir acquérir les capacités de... On dirait, ça serait bien si je pouvais jouer du piano comme tel grand artiste, ou jouer des échecs comme tel grand maître d'échecs, mais pas nécessairement vouloir devenir comme cette personne. Donc il n'y a pas forcément une adéquation entre les capacités spécifiques d'un génie particulier avec les qualités humaines. Donc là, ça m'a inspiré de voir une cohérence entre ce que le messager était le message, que ces gens représentaient et ce qu'ils étaient eux-mêmes. Donc du coup, je me suis dit, poursuivons la recherche scientifique, mais maintenant dans le domaine d'application, c'est comment fonctionne notre esprit, nos émotions, quels sont les mécanismes du bien-être et du mal-être. Voilà, qu'est-ce qui fait que chaque instant de l'existence prend une direction qui vous donne une joie de faire ce parcours, ce qui ne signifie pas que c'est une succession ininterrompue de moments plaisants, ça c'est plutôt une recette de l'épuisement qu'autre chose. Mais même, je vois bien, parce que je vis dans l'Himalaya, si vous avez un but d'aller vers un lac, vers un lieu de pèlerinage, j'étais il y a quelques jours auprès du camp de base de l'Everest, ça monte, ça descend, c'est pas toujours rigolo, des fois il pleut, des fois il fait beau, des fois c'est sublime, des fois c'est un peu difficile, mais le fait que vous ayez une destination fait que, malgré tout, chaque pas est une joie en forme d'effort, même si c'est parfois un effort, on ne peut pas dire que c'est pas comme d'être sur une chaise longue à la plage, quoi. Vous vivez depuis combien de temps maintenant au Népal? Ça va bientôt faire un demi-siècle. Enfin, au Népal, non, dans l'Himalaya, parce que j'ai vécu à Darjeeling longtemps, au Bhoutan pendant 8 ans, j'étais presque une trentaine de fois au Tibet. Voilà. Et pour maintenant, mes activités principales sont des projets humanitaires. Est-ce que vos amis, vos familles, votre culture française vous manque encore, ou vous vous sentez profondément népalais? Oh, je ne me sens pas népalais, je me sens moi-même dans l'Himalaya, mais pendant des années, les gens m'ont envoyé des camemberts. La mode est passée, maintenant ils ont oublié, ils sont morts. Donc, non, je suis parfaitement heureux, intégré dans l'Himalaya. Et voilà, donc... Alors, vous venez de publier un ouvrage qui s'appelle « Vers une société altruiste », qui est sorti le 16 avril, donc la semaine dernière. Vous parlez donc d'altruisme. Et je me demandais, en lisant le début de cet ouvrage, si l'altruisme, ça peut être une politique. Oui, alors d'abord, pour situer un peu les choses, ce livre est le fruit d'une rencontre assez extraordinaire qui a eu lieu à Zurich il y a quelques années, organisée par un institut dont je fais partie depuis 20 ans, qui s'appelle l'Institut Mind and Life, dont le but était de rassembler des scientifiques et des penseurs avec le Dalai Lama pour discuter des grandes questions de notre temps, mais en gros quand même fondées sur la science. Alors ça peut aller de la physique quantique à la neuroplasticité, et là c'était en gros une société plus altruiste, mais aussi centrée un peu sur une composante d'une économie positive ou une économie altruiste. Et donc il y a eu toutes sortes de gens formidables qui ont participé à cette rencontre. Et puis donc on en a tiré un livre, et donc je n'ai pas vraiment écrit, mais dont j'ai dirigé la mise au point avec Tanya Singer, qui est une grande neuroscientifique spécialiste de l'empathie, qui est une grande amie avec qui je travaille aussi pour les recherches. Alors, par contre, pendant ce temps-là, j'ai travaillé pendant 6 ans sur un gros bouquin, vous avez peut-être vu, mais je n'ai sans doute pas lu depuis la taille, 900 pages, qui s'appelle Plaidoyer pour l'altruisme, où là j'ai vraiment travaillé avec beaucoup d'engagement pendant 6 ans
pour rassembler de façon multidisciplinaire tout ce qui touche à l'altruisme, aussi bien du point de vue de l'évolution, que de l'enfance, que de l'éducation, que de l'économie, que de la psychologie, de la philosophie, etc. Donc voilà, pardon, votre question. Vous plaidez en faveur d'une économie altruiste, oui. Et ma question était de savoir si on peut faire de l'altruisme une politique. Oui, alors, évidemment, mais on ne peut pas, ce qu'on appelle, on pourrait dire, une approche normative, c'est-à-dire on dire aux gens, c'est comme pour le bonheur. On va dire, on va vous rendre heureux, on va vous rendre altruiste. Les pays totalitaires ont essayé de faire ça. Feu, mon père Jean-François Revel disait, le propre des pays totalitaires, ils disent, nous savons comment vous rendre heureux, vous n'avez qu'à faire ce qu'on vous dit. Si vous n'êtes pas d'accord, on a le regret de devoir vous éliminer. Donc ça ne marche pas. Donc aussi bien l'altruisme que le bien-être, c'est quelque chose qui doit naître de l'intérieur, parce que c'est un état d'esprit. Par contre, ce que peut faire un gouvernement ou une politique, c'est de créer des conditions qui permettent à l'altruisme, à la coopération, à la confiance, au bien-être, de s'épanouir. C'est-à-dire d'éviter que, disons, une minorité de personnes qui, avec des francs-tireurs, et on voit ça très bien dans l'économie, en gros, détournent complètement le système, bien qu'il soit une minorité, de sorte que tout le monde, finalement, vole bas. Et ça a été montré, d'ailleurs, il y a une étude dans ce livre. Un des participants était Ernst Fehr, qui est un professeur d'économie, il fait de la recherche en économie appliquée à l'université de Zurich, et qui est un nobelisable de l'économie, et qui a montré, en fait, que contrairement aux idées reçues, on dit les gens ne se font pas confiance dans le milieu économique. Donc la théorie classique de l'économie, c'est vraiment le mot economicus, c'est maximiser à tout prix vos préférences et vos intérêts personnels. Donc vous avez intérêt évidemment à attirer la couverture à vous dès que c'est possible. Mais est-ce que c'est pas une caricature de l'être humain? Donc il a voulu mettre ça, parce que les théories c'est très joli, mais ce qu'il y a bien avec la science, c'est qu'on peut voir si c'est vrai ou pas. Donc il a mis des gens dans des situations arrangées au laboratoire, avec un jeu, une équipe de 10 personnes anonymes. Pour vous donner rapidement la façon dont ça se passe, chacun investit par exemple 20 euros, et s'il coopère, il décide de coopérer pour un projet commun, donc il faut faire confiance aux autres parce que c'est anonyme, le laboratoire double la mise. Donc si tout le monde coopère, vous avez le double. Okay. Mais il y a des petits malins qui peuvent se dire, moi je garde mes 20 euros, les autres vont coopérer, donc je vais recevoir 30 euros, donc je ne bouge pas, etc. C'est ce qu'on appelle les profiteurs. Donc il n'y a pas une économie totalement dérégulée, c'est ce qui se passe. Donc ce qu'a montré Ernst Fehr, c'est que contrairement à ce qu'on pensait, 70 à 90% des gens sont prêts et commencent par coopérer. Ce qui est une bonne nouvelle, parce qu'on se dit non, c'est pas vrai, ils ne font pas confiance. C'est faux, les gens souhaitent et préfèrent coopérer. Mais au bout de 10 séances de ce petit jeu, il s'aperçoit qu'il y a des profiteurs, il se dit c'est quand même pas normal, c'est pas sympa, ça va pas. Donc il se dit bah, si c'est comme ça, bah, moi je coopère pas, je mets juste ma mise, je récupère ma mise. Donc la coopération tombe quasiment à zéro. C'est ce qu'on appelle l'économie du libre dérégulé, du libre marché, totalement dérégulé. C'est ce qui a amené à la crise de Wall Street, où c'est une minorité de gens qui font dérailler le système. Mais alors, bon, ça encore, on savait à peu près, mais l'intérêt de l'expérience d'Ernst Fehr, c'est qu'il a dit, bon, on ne va pas rendre altruistes des gens qui sont fondamentalement égoïstes, hein, donc les 20-30%. Qu'est-ce qu'on peut faire, justement, là, pour s'amener à la politique, pour permettre à la majorité d'altruistes de coopérer? Qu'est-ce qu'il faut faire pour, en gros, des garde-fous? Et il s'est aperçu qu'il y avait une bonne chose qui s'appelait la sanction altruiste. Alors, c'est un petit peu, imaginez, vous êtes sur eBay. Bon, eBay est très sécurisé, je connais son fondateur, il est très sympa. Mais si vous achetez un toaster à Tahiti, 50 euros, et que le gars ne vous l'envoie pas, et admettons que ça soit un système qui ne soit pas sécurisé. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous n'allez pas aller à Tahiti pour lui faire un procès. Mais on vous donne la possibilité de rajouter 10 euros de votre poche pour qu'il ait une punition de 200 euros. Parce que vous vous dites, c'est pas normal, la société ne peut pas fonctionner comme ça, donc je suis prêt, c'est altruiste parce que vous faites une dépense supplémentaire pour faire régner un peu un état de santé dans le système.
eh bien, on s'aperçoit que si on a la possibilité dans ce groupe de gens de faire ça, ils le font d'une part, ceux qui sont disposés à la coopération. Et alors, le résultat magique, c'est qu'au bout de 2 séances de jeu, la coopération, qui était à 70% au départ, monte à 100%. Donc l'idée, c'est qu'on a créé un système, donc une politique, où vous contraignez personne à être et altruiste, mais vous faites en sorte que la majorité qui veulent coopérer ait un système où ceux qui ne veulent pas trouvent finalement que c'est plus rentable de coopérer aussi, de jouer le jeu, si vous voulez. Donc c'est un peu ça le système, c'est de créer un système qui permette à la société de se faire confiance, de coopérer, de manifester la solidarité, sans que le système soit complètement déboussolé par une minorité d'égoïstes invétérés. C'est un peu compliqué, mais elle n'a pas besoin de composer des fugues de bar pour survivre. Donc, chacun a ses qualités, et supérieures, oui, mais même Platon disait, pour loi, l'individu le mieux adapté, le plus supérieur, c'est loi, c'est pas l'homme. Donc, tout est relatif. Donc, ceci dit, ce que ça veut dire, c'est qu'à partir du moment où on commence à amener l'idée de la bienveillance, c'est-à-dire qu'on va prendre, on accorde de la valeur à l'autre, puis si on n'accorde pas de la valeur à l'autre, on l'utilise, on l'instrumentalise, et donc c'est aussi bien valable pour les hommes que pour la planète, que pour les autres espèces vivantes. Forcément, on a considération pour autrui, ça veut dire qu'on accorde de la valeur à son bien-être et à son malheur, donc du coup on regarde est-ce qu'il souffre ou pas, et puis on décide en conséquence, d'où la notion d'éthique et de morale. Donc pendant longtemps, évidemment, on s'est surtout occupé de l'espèce humaine, mais il faut quand même savoir qu'historiquement, et moi ce que j'ai découvert, comme je découvre beaucoup de choses en faisant des recherches quand j'ai écrit un bouquin, c'est qu'historiquement, par exemple, je parlais de 98% de notre histoire, les sociétés dites primitives n'ont jamais considéré les animaux comme inférieurs, mais comme différents. Ils étaient différents, ils les respectaient, ils les craignaient, ils avaient souvent leur capacité. Quand vous êtes dans la jungle, vous avez un jaguar, vous ne le considérez pas forcément comme très supérieur à lui. Moi, mon ermitage dans l'Himalaya, il y a une tigresse qui ronde depuis 2 ans, je vais vous dire que mon sentiment de supériorité humaine est très limité. Hein, les gens qui parlent, la corrida montre la supériorité de l'être humain, mais quand laissez-vous tout seul avec un taureau, les mains nues au lieu d'avoir un sabre, votre supériorité, elle n'ira pas loin. Dans le cas de la tigresse, je ne suis pas du tout convaincu. Donc si vous voulez, en gros, l'idée c'est que si on accorde de la valeur à l'autre, donc ça a commencé, si vous voulez, la dévalorisation de l'animal, quand on a commencé à l'instrumentaliser, parce qu'il fallait justifier moralement le fait de commencer à les tuer en masse, etc. Qu'on ne voulait pas, en notre propre cœur et esprit, paraître comme un être abominable. Il fallait qu'on se dise, oui, ben, d'abord, ils ne sentent pas la douleur, ou bien ils ont été créés pour nous, ils n'ont pas d'âme. Bon, en gros, c'est des instruments de notre bien-être. C'est un peu, il y a quand même 1,3 million d'espèces sur la planète. Et est-ce qu'ils sont vraiment tous là pour nous? Comme disait Gilles Boeuf, directeur de mission de Saint-Turel, il y a 80 000 espèces de coléoptères. Il dit si Dieu a créé tout ça, il aime beaucoup les coléoptères. J'ai rien contre l'idée d'une création, mais ceci dit, on se demande ça n'a pas de sens de dire que tout ça est là pour nous, parce qu'il y en a beaucoup qui s'en fichent et on n'a jamais de rapport avec eux. Donc en gros, si vous voulez, c'est étendre cette bienveillance. Bon, à partir de ce moment-là, on regarde la situation. La situation, c'est qu'effectivement, on tue 100 milliards et ça a augmenté considérablement. Et alors, ce qu'il y a de fascinant dans ce que j'ai découvert, c'est que tout le monde y perd avec ce nouveau système. Parce que d'abord, on a augmenté de façon colossale la consommation, l'instrumentation des animaux. Ce n'était pas du tout comme ça. Et les résultats, c'est que tout le monde y perd. Pourquoi? D'une part, bien sûr, l'environnement. C'est-à-dire, en fait, l'environnement, ce n'est pas simplement les amoureux de la nature, c'est aussi le champ des générations humaines. Pour ceux qui s'intéressent à l'humain, c'est les générations à venir. C'est aussi la biosphère. Pourquoi? Parce que c'est l'élevage industriel, toute la chaîne qui mène à la production de viande, à partir de la production de grains, de transport, etc., c'est la deuxième cause de gaz à effet de serre. 15%, selon les derniers rapports du GIEC. Après les transports, non, après les habitations et avant les transports, donc avant les voitures, les avions, les bateaux. Donc déjà, c'est un facteur important. Deuxièmement, même si on s'intéresse qu'aux êtres humains, c'est un grand facteur de maintien de la pauvreté. Pourquoi? Parce que vous utilisez 800 millions de tonnes de grains qui viennent d'Amérique du Sud et d'Afrique pour aller dans les pays riches, pour nourrir les animaux destinés à faire de la viande,
qui pourrait nourrir 1,5 milliard de personnes. Or, il se trouve que justement, il y a 1,5 milliard de personnes sous le seuil de la pauvreté. Donc, si on permettait de nourrir les populations humaines, donc l'utilisation de l'eau, qui est considérable, hein, ça on utilise une grande partie de nos réserves d'eau douce, et puis vous allez avoir, au rythme où on va, 30% des espèces qui auront disparu d'ici 2050, c'est le rythme de disparition des espèces. Donc vous voyez, on ne voit pas qui y gagne. Et alors, dernier, la cerise sur le gâteau, si on peut dire, c'est même pas bon pour la santé. Parce qu'on dit, oui, il faut manger de la viande, vous vous rendez compte, sans protéines, qu'est-ce qu'on va devenir, etc. D'abord, il y a 20% de protéines dans la viande, il y en a 35% dans les extraits de soja, il faut les concentrer. Deuxièmement, les études maintenant qui ont été faites, alors au début, il y a une grande étude qui a été faite en Chine, puis elle a été un peu discréditée, mais maintenant il y a 2 grandes études longitudinales qui ont été faites aux États-Unis et en Australie, avec 100 000 personnes, l'une sur 10 ans, l'autre sur 18 ans, qui montrent que les gens qui consomment 5 fois de la viande par semaine, c'est pas énorme, il y en a qui consomment beaucoup plus, ils ont en gros 15% de mortalité annuelle, d'augmentation de mortalité annuelle, de cancer et de maladies cardiovasculaires, par rapport aux gens qui en mangent une fois ou pas du tout. Donc, si vous voulez, c'est bon pour personne. Tout le monde y perd. Donc, on ne voit pas d'intérêt de continuer dans ce sens-là. Donc, c'est vrai qu'aussi sur le plan éthique, sur le plan de l'environnement, sur le plan de la santé humaine, sur le plan des inégalités, on aurait tout intérêt à revenir à une façon beaucoup plus équilibrée. Alors, il faut faire un choix d'être végétarien, mais même sans ça, de diminuer considérablement cet excès manifeste de consommation de viande et de protéines animales. Voilà. Sur le plan éthique, précisément, est-ce qu'on peut parler encore d'élevage non, compte tenu des modes de... Non, mais attendez, mais ça, si on rentre dans la description, malheureusement, c'est un chapitre assez dur, mais c'est la réalité. Et malheureusement, c'est très facile de se dire que ça se passe loin de nos regards. Enfin, c'est quand même pas une raison. Alors, on a eu cet argument pour beaucoup d'autres massacres, génocides. Ah, on ne veut pas regarder. Mais ça, la réalité, elle est là. Et c'est effectivement terrifiant ce qui se passe, la façon dont ça se passe. Moi, j'ai eu pas mal de discussions avec toutes les personnes responsables de la FNSEA et tout ça. C'est vrai qu'en gros, on peut dire que 10 à 15% des bovins, et des ovins et des porcins sont encore conscients au moment où on commence à les couper en morceaux. Parce que ça va trop vite, que les méthodes d'étourdissement marchent bien ou pas bien, mais quand ça va très très vite et c'est fait à la chaîne, ils en ratent forcément. Et donc, ils sont obligés d'augmenter le rythme pour que ce soit rentable. Et donc voilà, donc, quand vous allez voir là-dedans, c'est pas beau à voir. Vous-même, vous êtes végétarien depuis Oui, combien de temps? Moi, ça fait 40 ans, je m'en porte très bien d'ailleurs. La première fois que j'ai attrapé un virus cette année, j'ai été alité pendant 3 jours, c'était pas arrivé depuis que j'étais au lycée. Donc c'est votre recommandation, en quelque sorte. Ben oui, c'est certainement. Moi, je ne suis pas là pour donner des injonctions, mais donc, personnellement, j'ai fait un choix, et je pense qu'il est facile. Ça m'a pris 10 secondes. Je m'en porte très bien. Ça ne m'attire pas du tout de manger de la viande, ça ne me manque pas. Mais bon, ça, c'est un choix. Ceci dit, diminuer considérablement, je pense que ça, c'est vraiment un choix absolument raisonnable et nécessaire. D'ailleurs, pour vous donner un dernier chiffre, parce que c'est quand même utile, sur le rapport du GIEC, justement, les gens le décrivent, mais c'est complètement idiot de décrier ce rapport, parce qu'il y a 3000 scientifiques, parmi les meilleurs, qui n'ont qu'une idée, c'est de se rapprocher de la réalité, donc c'est quand même ce qu'il y a de mieux en termes scientifiques. Vu l'augmentation de la viande avec le PIB, c'est-à-dire la Chine, par exemple, est le grand pays où la consommation de la viande augmente. Elle diminue légèrement maintenant dans certains pays. En France notamment, un tout petit peu. Donc il y a une énorme augmentation en Chine, par exemple, et ça va venir en Inde aussi. En dépit que tu fais, il y a 400 millions de végétariens en Inde. Hein. C'est quand même beaucoup. Donc si vous voulez, vu les résultats, les conséquences sur le réchauffement global en particulier, le rapport du GIEC a dit que si cette augmentation de la consommation de viande se poursuit au rythme actuel, ce facteur seul nous empêcherait de rester en dessous des 2 degrés de réchauffement global. Si elle continue à augmenter de telle qu'elle est, elle peut augmenter encore de 50% d'ici 2050. Donc, vous voyez, c'est quelque chose de très... C'est pas du tout simplement être amoureux des animaux, les chats, les chiens, etc. Ça va beaucoup plus loin. Parce qu'on est tous, finalement, sur le même bateau, si on peut le dire.